Bonjour et bienvenue aux Engagés publics, je suis François Larouche et cette semaine je vous présente une entrevue que j'ai faite avec la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, qui est du Parti québécois. Si vous ne l'avez pas encore vue, on passe d'une Catherine Dorion à Catherine Fournier. Si vous n'avez pas encore entendu l'entrevue avec Denis et Catherine Dorion, cette fois-ci de Québec solidaire, je vous invite tout de suite à aller écouter ça après cette entrevue que vous écoutez en ce moment. C'est à ne pas manquer, mais on passe maintenant à Catherine Fournier du Parti québécois dans Marie-Victorin, une autre députée à suivre, très intéressante, qui a tout un parcours très, très impressionnant. On va le découvrir aujourd'hui ensemble. Et vous allez voir que l'engagement, on parle souvent d'engagement aux engagés, hein. L'engagement, c'est vraiment au cœur de tout ce qu'elle a fait. C'est très inspirant et ça peut même servir d'exemple, je dirais. Il y a quand même deux choses qui pourraient vous surprendre dans l'entrevue qui va suivre. D'abord, elle a dit quelque chose d'assez étonnant sur son passé. Essayez de remarquer c'est quoi, parce que moi, ça m'a jeté à terre, surtout pour une raison personnelle. Les gens qui me connaissent vont comprendre, vont tout de suite faire le lien. Tweetez-moi si vous savez c'est quoi. Et sinon, Catherine a quand même des choses aussi assez surprenantes sur la charte. On comprend que Catherine est maintenant l'héritière du comté de Bernard Drainville, hein, Marie-Victorin, où M. Drainville a poussé, mis en place toute la stratégie autour de la charte de la laïcité du Parti québécois. Et elle est allée loin. Elle a quand même dit des choses sur le passé du Parti québécois. Alors, ça sera aussi à retenir. Et on se retrouve après cette entrevue que j'ai faite cette semaine avec Catherine Fournier. À députée, indépendantiste convaincue qui aide aussi ses citoyens à s'en sortir, elle est probablement la représentation ultime de tout ce qu'on défend aux engagés publics. Aujourd'hui, je rencontre la députée péquiste de Marie-Victorin, Catherine Fournier. Bonjour, Catherine. Bonjour, c'est donc bien gentil, ça. Ben, on le pense, c'est vrai. Catherine, on te connaît quand même beaucoup. On sait que tu es une femme, on sait que tu es jeune, et on s'en fout. On va pas te poser de questions là-dessus. Aujourd'hui, on veut te connaître pour qui tu es, pour tes positions, pour ce que tu as à dire. Donc, je commencerai d'abord avec ton parcours, puis petite histoire. On se connaît, toi et moi, quand même depuis un certain temps quand j'étais au PQ, mais j'ai eu une épiphanie ce matin en travaillant sur l'entrevue parce que je suis allé voir ton CV. Et là, j'ai vu tout ton parcours, hein? Tes études économiques, tes études secondaires, tu as animé de la radio, ton implication communautaire, tu as travaillé dans une entreprise technologique. Puis là, j'avais l'impression que c'était comme les pièces du puzzle. C'est comme à la soirée T'es encore jeune, avec Jean-Sébastien Girard. Les pièces du puzzle se plaçaient toutes seules. C'est comme, oh mon Dieu, je comprends qui elle est maintenant. Quel est ton parcours? J'ai un peu résumé, mais comment tu te décrirais, toi, en tes mots? Mais je pense que tu l'as bien résumé au départ. Moi, je me décris comme une militante d'abord et avant tout, même si aujourd'hui, j'ai la chance d'exercer les fonctions de députée. Mais très tôt dans ma vie, je me suis impliquée pour les causes dans lesquelles je croyais. En fait, plus simplement, j'ai eu la chance d'aller dans une école au secondaire où on devait faire du bénévolat. C'était dans le programme éducatif, on devait faire un certain nombre d'heures. Alors, sincèrement, je viens pas d'une famille engagée ni impliquée, là, malgré que mes parents, ils s'intéressaient quand même aux enjeux d'actualité, on recevait le journal à la maison, tout ça. Mais ça n'a jamais été des grands... Non, pas tellement. Pas tant, non. Moi, ça m'intéressait aussi. J'ai commencé à lire justement le journal très jeune, parce qu'on l'avait à la maison, on recevait le journal de Montréal, tout ça. J'ai commencé à m'intéresser à l'actualité, moi, avec les attentats du 11 septembre. Ouais. J'étais très jeune, j'avais 9 ans, j'étais en 4e année. Donc, bref, tout ça, ça m'a quand même sensibilisée aux enjeux de société. Puis bon, arrivé au secondaire, comme je le disais, on avait des heures de bénévolat à accomplir. Puis c'est ça qui m'a donné la piqûre, en fait, de l'engagement citoyen. Parce que même si on était obligé, j'en faisais toujours plus aussi que les heures qui étaient demandées. Ça me fait voir toutes sortes d'aspects
de l'implication dans la communauté. Là, j'ai fait vraiment plein de petites choses avec mes amis. Puis plus tard, c'est ça qui m'a donné le goût de m'impliquer davantage. Puis même à la fin de mon secondaire, j'avais commencé à faire du bénévolat le plus assidûment, par exemple, dans les résidences de personnes âgées. Parce que moi, j'avais la chance de vivre avec ma grand-maman à la maison qui a déménagé chez nous quand j'avais 11 ans. Donc, j'ai vécu quand même une dizaine d'années avec elle. Puis, je trouvais vraiment ça formidable de pouvoir partager son quotidien. Puis, je voyais que ça faisait vraiment une différence, le fait qu'elle soit en contact avec nous, puis qu'on lui parle, qu'elle soit pas dans la solitude comme malheureusement peuvent vivre de nombreuses personnes aînées. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de comme redonner de ce côté-là, puis que la cause des personnes âgées, c'est toujours venu vraiment me chercher. J'en doute pas. Puis, dans le fond, après mon secondaire, justement, j'ai choisi d'aller au cégep en sciences humaines, au cégep du Vieux-Montréal, donc qui était quand même connu, évidemment, pour ses allures très militantes, mais je sais pas, j'avais pas envie d'aller... ici sur la Rive-Sud, j'avais le goût d'aller explorer un peu plus loin, justement. Puis au départ, en fait, moi, je me dirigeais plus en communication. Parce que quand j'étais au secondaire, moi, je voulais devenir journaliste sportive. Oh, ouais! Moi, j'étais une grande fan de hockey. Je suis vraiment pas sportive moi-même. Ça a bien été, ton parcours? Mais je suis une sportive de salon. Et non, c'est ça, visiblement, j'ai vraiment pas suivi mon chemin. Non, c'est ça, moi, je connaissais, dans le fond, toutes les statistiques de la Ligue nationale par cœur. J'écoutais les 82 matchs canadiens. Je suis vraiment là, très, très grande fan. Mais j'ai quand même décidé finalement au cégep, après beaucoup d'hésitation, à aller en sciences humaines parce que bon, je me disais que ça m'ouvrait plus de portes si jamais je changeais d'idée par la suite puis que je voulais plus aller en communication. Puis comme de fait, je suis arrivée au cégep du Montréal, je me suis inscrite dans un programme aussi avec une concentration société, donc sciences politiques, ça s'appelait en fait questions internationales, donc géopolitique aussi, donc des sujets qui m'intéressaient beaucoup. Puis là, j'avais le goût là, à ce moment-là d'aller en relations internationales. Mais finalement, j'ai commencé à m'impliquer. À ce moment-là? Ouais, j'ai vraiment comme changé de vision, puis en même temps, même plus que j'avais commencé à m'impliquer aussi au niveau politique, dans mon association de programmes, puis tout ça. Puis finalement, je me suis dit que plus tard, j'allais étudier peut-être plus justement en économie ou en sciences politiques plutôt qu'en relations internationales pour travailler à l'étranger, parce que je me rendais compte que j'avais envie aussi, comme j'avais toujours fait depuis plusieurs années, de m'impliquer d'abord dans ma communauté, parce que je voyais bien aussi qu'il y avait des enjeux au Québec qui m'interpellaient. Donc, j'ai vraiment décidé de me diriger là. Puis c'est aussi au cégep que j'ai rencontré dans mon programme justement des amis qui, eux, venaient de familles plus politisées. Parce que bon, même si moi, j'étais engagée dans la communauté, j'étais pas impliquée dans un parti politique. Sincèrement, je savais même pas à quel parti, de toute manière, je me référais. J'avais pas développé, disons, une opinion à cet égard, malgré que plus jeune, quand j'étais au primaire, ça m'intéressait davantage, on dirait. Ouais, j'avais toujours été comme fascinée par les campagnes électorales, quand les pancartes s'installaient, les candidats, là, je rappelais à mes parents qu'il fallait qu'ils aillent voter, j'y allais avec eux, je leur posais plein de questions. Quand t'étais au primaire? Quand j'étais au primaire. Mais au secondaire, on dirait que c'est comme... ça a comme un peu disparu comme intérêt, tu sais, je sais pas, la crise d'adolescence. Ouais, j'osais pas le dire. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, que c'était au cégep, là, quand j'avais des amis qui, eux, étaient comme impliqués, les parents étaient membres, par exemple, de partis politiques, puis là, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment plus m'y intéresser, à me forger mes idées politiques aussi, nécessairement dans mes cours, fallait qu'on fasse des textes d'opinion, j'ai commencé à écrire, malgré que moi, j'écrivais quand même depuis un moment, parce que justement, quand je voulais être journaliste sportive, j'avais un blog, moi, sur le site de RDS. Pour vrai? Ouais, je te jure. Fait que j'écrivais des textes comme ça souvent. J'avais un blog personnel aussi, puis tout ça. Fait que j'aimais ça écrire, mais là, j'ai commencé à écrire des textes justement plus politiques. Pour RDS? Ben, c'était comme un blog public, comme n'importe qui, pas mal, pouvait Mais tu sais, j'avais quand même un petit lectorat, là, tu sais, j'écrivais dans les forums, puis tu sais, ce genre de choses. De toute évidence, RDS a raté sa chance, là. Ben oui, c'est ça. Je m'étais inscrite en plus à un concours à un moment donné pour comme être une journaliste sportive d'un jour, puis j'avais pas été retenue, donc ouais, il manquait leur chance. Mais moi, je suis bien contente finalement d'avoir changé de parcours parce que je suis super épanouie dans ce que je fais, puis je sens vraiment que je peux faire une différence. Mais grosso modo, c'est ça. Fait que de fil en aiguille, comme ça, j'ai commencé à me forger justement mes idées politiques. Là, j'ai lu beaucoup sur la question nationale, justement, que je connaissais pas. Moi, j'avais des amis qui me disaient qu'ils étaient souverainistes, puis je me sentais un peu mal de ne pas l'être, mais de ne pas être positionnée sur cette question-là. En fait, j'avais absolument aucune idée. Tu sais, j'en avais entendu parler comme tout le monde, mais plus via le prisme des référendums là, qu'on avait perdus, puis
Je savais pas quels étaient les avantages à ce que le Québec devienne un pays ou quels en seraient les désavantages. Donc moi, j'ai décidé de me faire ma propre opinion là-dessus. Puis vu qu'on n'en parlait pas non plus chez moi, là, à la maison, ben, je suis juste allée à la Bibliothèque nationale, qui est à côté du Cégep du Vieux, justement. Je me suis loué plein de livres. Puis pendant l'été, j'ai lu comme une dizaine ou une douzaine de livres sur cette question-là. Autant du point de vue souverainiste que du point de vue fédéraliste. T'as fait tes devoirs. Ouais, j'ai fait mes devoirs, très studieuse. Puis à la fin, ben, j'ai conclu, ben, tout de suite, je me doutais quand même que j'étais plus du côté de la souveraineté, parce que moi, je me suis toujours sentie profondément québécoise, là. D'abord et avant tout, puis même uniquement, j'ai jamais senti tant que ça un sentiment d'appartenance là, au Canada. Puis d'ailleurs, au cours de mes années de cégep, j'ai fait 6 mois d'études aux États-Unis. J'ai fait un échange à Dallas, au Texas. Puis ça aussi, les gens me présentaient toujours comme l'étudiante canadienne. Okay. Moi, je rectifiais toujours, hein, je suis l'étudiante québécoise. Puis souvent, les gens savaient pas c'était quoi le Québec. Puis ça m'avait heurté. Je me souviens que ça m'avait vraiment troublée. Puis j'avais pas réalisé qu'au fond, on n'existait pas réellement dans le monde, en tout cas pas en tant que pays. Puis il y avait plein de gens qui savaient pas qu'il y avait 7 millions de francophones en Amérique du Nord. Puis ça aussi, ça m'avait amené à me poser plusieurs questions à mon retour au Québec, puis c'était sûrement le prélude au fait que je m'intéresse à la question nationale. Mais bref, au terme de toutes ces lectures-là, je me suis dit, ben j'ai vraiment envie de m'impliquer pour cette cause-là. C'est quand t'as commencé à t'impliquer vraiment? Ben c'est ça. Ben là, à m'impliquer pour cette cause-là, disons que j'étais plus une militante de salon au départ, tu sais, j'essaie de convaincre autant que j'étais... Il y a un pattern, là, c'est ça, fort, c'est ça, exact. Fait que là, j'essaie de convaincre mes amis, mais c'est aussi que je savais pas trop comment m'impliquer, tu sais, j'avais été assistée à des rassemblements politiques, mais moi, je savais même pas que c'était possible d'être membre d'un parti, tu sais, je viens tellement pas d'un milieu qui est politique. Pour moi, c'était comme un peu du chinois, comment m'y prendre, puis par où commencer. Fait que pendant la campagne électorale en 2011, l'élection fédérale, moi, c'était mon premier vote, j'avais 19 ans. Puis là, j'essayais de convaincre mes amis et ma famille de voter pour le Bloc québécois. J'avais toujours aussi eu beaucoup d'admiration pour Gilles Duceppe. Puis, bon, finalement, il y a eu les résultats qu'on a eus. Ça n'a pas été une soirée très, très heureuse. Puis, j'étais toute seule dans mon salon. Je me rappelle, c'était le 2 mai 2011. Puis, j'étais vraiment renversée, puis j'étais très attristée, tout ça. Le candidat dans ma circonscription aussi avait perdu, alors que, bon, moi, j'habitais dans Verchères-les-Patriotes à ce moment-là, puis ça avait été bloc depuis la fondation. Bref, ça m'avait vraiment atteinte, puis je m'étais dit, ben, si tout le monde qui pense comme moi dans son salon ce soir décidait de s'impliquer puis donnait du temps, ben, peut-être que la situation sera différente la prochaine fois. Du moins, ça peut pas nuire. Donc, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai décidé de m'impliquer. T'avais rien fait avant, dans cette élection-là? Non, j'avais rien fait du tout, mais je savais même pas comment faire. Je dis, moi, je convainquais les gens autour de moi. J'ai fait de ma part à ma façon, mais vraiment pas comme travail militant. Mais c'est vraiment là, je me suis dit, OK, j'ai envie de m'impliquer, je sais pas comment, mais je vais trouver comment faire. Puis, parce que je voyais plein de monde dans la salle, sur la scène, cette soirée-là, puis je disais à ces gens-là, ils s'impliquent, là, donc je vais trouver un moyen, moi aussi, d'arriver à faire quelque chose. Puis là, ben c'est sûr que dans les premiers jours, on savait pas trop l'avenir du Bloc québécois, qu'est-ce qui allait arriver. Donc, je me suis dit que j'allais m'impliquer sur la scène québécoise pour le moment, en attendant de voir ce qui arrive sur la scène fédérale. Puis c'était tout naturel pour moi de me tourner vers le Parti québécois parce que, évidemment, j'étais résolument souverainiste, mais aussi par tous mes engagements, puis les idées aussi que j'avais développées au courant de mon cégep, puis même plutôt au secondaire, tout ça, pour moi, c'était clair que j'étais social-démocrate, puis que je voulais l'égalité des chances pour tous au Québec. Donc, vraiment, le parti qui me rejoignait le plus, c'était le Parti québécois, d'autant plus que le Parti québécois, bon, a une histoire, ça vient avec ses points parfois négatifs, mais beaucoup positifs aussi. Puis moi, j'avais beaucoup été marquée par les grandes réalisations du Parti québécois, puis je sentais que c'était un parti qui était capable encore de changer le Québec à court ou moyen terme. Donc, c'est vraiment pour ça que pour moi, il n'y a même pas eu d'hésitation. C'était clair et net, j'allais m'impliquer au PQ. Puis donc, j'ai cherché sur Internet comment faire. J'ai parlé à ma grand-mère aussi, qui est impliquée au PQ, mais à cette époque-là, je le savais pas, elle m'en parlait pas. Ma grand-mère paternelle, pas celle qui habitait chez moi, l'autre, elle était très intéressée par la politique, mais elle me parlait plus d'histoire quand j'étais petite aussi. C'est sûr que ça a certainement joué dans le fait que j'avais une identité très forte au Québec, un sentiment d'appartenance très fort. Mais je savais que c'est ça qui était impliqué un peu justement au PQ, puis je l'ai appelé, puis finalement, elle était impliquée sur un exécutif. C'était quand même
une militante. Elle est devenue encore plus ces dernières années par mon implication. Mais donc, elle m'a tout expliqué, dans le fond, comment aller faire pour acheter une carte de membre du PQ, puis comment m'impliquer. Elle m'a dit que je devais... Elle t'a initié. C'est ça, elle m'a suggéré d'appeler ma députée. Là, j'ai tout cherché ça sur Internet. Puis moi, à l'époque, c'était Monique Richard qui était ma députée dans Marguerite-Zouville. Fait que j'avais téléphoné à son bureau de circonscription, puis je lui disais que je venais de prendre ma carte du PQ. Je pense que c'est ça, ma carte à date du 5 mai 2011. Puis vraiment quelques jours après l'élection fédérale. Puis je lui ai demandé comment faire pour m'impliquer. Puis elle m'a dit que sa présidente d'exécutif me rappellerait ce qu'elle a fait. Puis elle m'a dit qu'il y avait une place. Excellent. Exactement. Oui, c'est pas tout le temps comme ça de ce que j'ai su, mais en tout cas, elle m'a rappelé. Elle m'a dit qu'il y avait une place de représentante des jeunes qui était disponible sur leur exécutif. De leur faire parvenir une petite description de moi, de mes motivations, puis c'est comme ça que finalement ils m'ont accepté dans leur équipe, puis que j'ai joint les rangs. Donc j'étais représentante jeune pendant quelques mois, j'ai presque 2 ans dans Marguerite-Zouville, mais j'étais pas impliquée tellement activement. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais vraiment impliquée au niveau local. Ben sincèrement, au début, j'allais juste comme aux réunions, puis pour moi, c'était... Je partais tellement loin, je m'étais jamais impliquée en politique, puis là, t'arrives avec des militants qui sont quand même aguerris, qui parlent un procès verbal, même ça, je savais même pas ça voulait dire quoi. Vraiment, le processus d'un genre de conseil d'administration, moi, je l'avais jamais vécu, malgré mes autres implications, là, c'était plus... c'était pas de la même nature, donc juste d'être à l'aise un peu avec la façon dont ça fonctionnait. Puis en même temps, j'étais à l'école aussi, donc je considérais que j'avais moins de temps pour m'impliquer aussi. Donc, ça a parti quand même assez doucement, là, les premiers mois, les premières années. C'est après que ça s'est accéléré un peu en effet. À l'université. Là, j'ai décidé d'aller étudier en économie et politique à l'Université de Montréal. Finalement, j'ai changé en cours de route. J'ai fait comme majeure en économie, mineure en Sciences Po. Parce que, bon, ça me permettait en même temps de faire plus d'implication politique, d'aménager mes cours comme ça. Puis j'ai fait mon bac en 2 ans et demi aussi, fait que je l'ai fait assez rapidement. Puis je me suis impliquée aussi beaucoup à l'université. Je suis devenue la présidente du mouvement des étudiants souverainistes de l'Université de Montréal, justement parce que l'ancien président avait vu, dans le fond, que je m'impliquais justement au Parti québécois, puis j'avais pris quelques autres responsabilités aussi dans le mouvement indépendantiste, là, à la Société Saint-Jean-Baptiste notamment. Quelques autres choses que j'ai faites aussi. Non, c'est ça. Je me suis vraiment impliquée dans plein d'organisations aussi de la société civile. Donc là, j'étais devenue la présidente du MIZOUM, qui avait été créé d'ailleurs dans le temps du référendum. On organisait plein de conférences sur la souveraineté, donc ça a été hyper formateur pour moi. Puis ben là, j'ai commencé à m'impliquer davantage aussi au blog. Je me suis présentée finalement aux élections en 2015. J'avais déjà fini mon bac à cette époque-là. Puis, de fil en aiguille, après ça, j'ai travaillé comme attachée politique au cabinet de Pierre-Carl Pelado. Après les élections fédérales, quelques mois. Par la suite, j'ai décidé d'essayer de faire un peu autre chose que de la politique. Ça n'a pas été très long, sincèrement. Là. Ça a été quelques mois. J'ai travaillé pour une entreprise de marketing, de design industriel. Fait complètement dans un autre domaine, ce qui était intéressant. C'était vraiment une petite start-up. Puis, finalement... L'histoire l'a dit, là, finalement, Bernard Drinville a démissionné de son poste de député. Il y a beaucoup de monde qui m'ont approché, puis c'est sûr que je savais que quand j'avais perdu au Bloc en 2015, j'avais vraiment eu la piqûre de la politique. Pour moi, ça n'a jamais été un objectif là, d'être députée dans ma vie. Je suis pas de celle qui écoutait l'Assemblée nationale quand elle était jeune, puis qui se disait « moi, je veux faire ça ». Au contraire, là, comme je dis, je viens pas d'un milieu qui est politisé. J'ai jamais écouté le poste d'Assemblée nationale de ma vie. Mais clairement, t'as toujours eu la piqûre. Ben, ça m'a toujours fascinée, mais comme je dis, j'avais jamais envisagé de faire ça. Moi, on m'aurait dit, quand j'étais en secondaire 5, que j'allais être députée plus tard. Sérieusement, j'aurais vraiment ri, là. T'as rendu compte que, quand même, t'as un parcours exceptionnel? T'as rendu compte que, tu sais, pour n'importe qui écoute, qui a milité dans le passé, on finit pas tous députés. C'est quoi ton rapport avec ça? Ben... Comment tu le vis? Je vis assez bien. Je veux dire, pour moi, c'est comme un hasard, puis c'est un concours de circonstances. Puis il y a peut-être des gens qui pensent que c'était planifié là, depuis tellement d'années. Puis c'est correct, il y en a qui pensent d'avance. Puis c'est bien aussi d'avoir des rêves puis les atteindre. Mais moi, pour vrai, je considère que c'est comme un concours de circonstances, tout ça. Parce que justement, tu sais, c'est en militant. Puis je militais parce que c'est des idées dans lesquelles je crois. Puis j'ai toujours aimé ça, contribuer à faire avancer des causes ou des idées. Puis un jour, j'ai décidé,
mon expérience au Bloc, sur le coup, je me suis dit, ben je veux me présenter parce que ça va envoyer un bon message aussi, tu sais, qu'il y a une aile jeunesse qui est forte, puis qu'on est représenté, puis que c'est pas vrai que le projet de la souveraineté, c'est un projet d'une seule génération. Puis c'était vraiment dans cette optique-là que je le faisais au départ. Là. En 2014, il n'y a pas grand monde qui donnait cher de la peau du Bloc québécois non plus. Donc, pour moi, c'était quasiment plus un statement que vraiment de vouloir devenir députée, là, sincèrement. C'est en cours de route, j'ai fait ma campagne, puis là, j'ai vraiment trippé de voir que je pouvais combiner justement à la fois cette espèce d'engagement communautaire et de défense là, et de la promotion de nos idées comme députée éventuellement. Puis ça m'a vraiment donné cette piqûre-là de vouloir un jour représenter la population. Puis c'est sûr que justement, j'avais évidemment été déçue de perdre, même si au final, au départ, j'y allais même pas pour gagner, mais en cours de route, j'ai commencé à y croire, puis j'ai commencé à me dire que j'aimerais ça. Puis donc c'est sûr que quand j'ai perdu à ce moment-là, je me suis dit, ben, puis je le voyais plus à long terme. Sincèrement, j'aurais pas pensé non plus me relancer de l'année suivante dans une autre course, mais c'est sûr que là, je savais que je voulais un jour faire de la politique. Là. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui sont cyniques, qui voient pas l'utilité de cette implication-là? Tu as un parcours quand même particulier. On est à l'ère de Trump, il y a beaucoup d'un laisser-aller. Ah, quelqu'un d'autre va s'occuper de ça. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Ben moi, j'ai jamais pensé comme ça parce que je me dis qu'on n'est jamais mieux servi un peu que par soi-même. Dans le fond, c'est la même logique qui s'applique au Québec, puis c'est un peu pour ça aussi que je suis souverainiste, dans le sens que moi, je me dis, ben si moi, je m'implique pas, c'est un peu la réflexion que j'avais eue justement le soir de l'élection fédérale en 2011. Comment je peux compter sur les autres pour le faire? T'sais, au contraire, je pense qu'il faut être nombreux à donner l'exemple justement que c'est possible de changer les choses. Puis moi, c'est une des choses qui me motive aussi. Moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il s'implique parce qu'il voit que c'est possible de s'impliquer ou qu'il voit que c'est possible de changer les choses, que ce soit à travers moi ou à travers quelqu'un d'autre, je trouve ça tellement gratifiant. Puis tant mieux si je peux être contagieuse. Puis c'est un peu le but que je me donne. Mais enfin, il y a une forme de responsabilité personnelle, individuelle. Je vais le faire moi-même, je vais commencer par moi, puis après ça, je vais essayer d'inspirer les autres. Oui, un peu. Je me dis, si on le fait pas nous-mêmes... qui va le faire? Qui va le faire, un peu. Je compte, tu sais, je veux dire, je suis très, très indépendante aussi, dans le sens que si moi j'ai envie de faire quelque chose puis que je suis déterminée puis que ça peut influencer d'autres personnes aussi à mettre l'épaule à la roue, ben tant mieux. Là. Je vais t'amener ailleurs parce que le temps file. Je vais t'amener plus sur les sujets, les valeurs, les enjeux qui t'animent. Je vais commencer comme ça. Un pays, qu'est-ce que ça donne? Comme je le disais, l'avantage de pouvoir décider par nous-mêmes, tellement simplement comme ça, tu sais. Pour moi, un coup qu'on a dit que le Québec, c'est une nation, je crois qu'on doit avoir le droit de décider pour nous-mêmes, par nous-mêmes, tout ce qui nous concerne. Puis c'est sûr qu'en 2018, en plus, il y a tellement de décisions maintenant qui sont prises à d'autres niveaux que ceux des provinces, dans les grandes organisations internationales, que pour moi, ça va tellement de soi que le Québec participe puis ait une voix dans les décisions qui sont prises à l'international, parce que notre voix, elle mérite d'être entendue à la même hauteur que celle du Canada, comme une nation normale, puis qu'on soit représenté par nous-mêmes, puis que les décisions soient prises dans nos intérêts. Puis pour moi, d'avoir ces outils-là aussi, je considère que ça permettrait justement au Québec de beaucoup mieux répondre aux défis qui nous attendent dans les prochaines années, là, que ce soit au niveau justement de l'environnement, du vivre ensemble, au niveau économique aussi. C'est vraiment des choses qui sont ancrées dans le quotidien, puis pour moi, ce serait vraiment gagnant sur toute la ligne. Tu trouves pas qu'on a une voix assez forte dans le Canada? On a juste à participer dans le Canada? On n'a pas les mêmes intérêts nécessairement que les gens des autres provinces. Puis moi, je veux dire, c'est pas contre le Canada que je suis souverainiste, bien au contraire. Mais je crois qu'on est justement deux nations à part entière qui méritent d'être entendues. Puis on le voit là, dans tout ce qui est négocié, par exemple, comme les accords économiques. Ouais. Ben souvent, le Québec fait un peu
bande à part. On vient de le voir on récemment. a des intérêts qui sont différents, puis c'est correct, puis je blâme pas le Canada de défendre les intérêts de la majorité. On est 20% du Canada, donc je comprends leur posture, mais ça a des impacts très concrets pour les gens de chez nous. Donc, je prends souvent l'exemple de la Belgique avec l'accord Canada-Union européenne. La Belgique, l'accord qui était préliminaire, ça ne correspondait pas à certains, justement, intérêts de leurs producteurs locaux. Mm-hmm. Et ont décidé de ne pas signer l'accord Canada-Union européenne. Et donc, ils ont dû retourner à la table de négociation parce qu'il y avait absolument besoin de la signature de la Belgique, parce que la Belgique, elle est autour de la table. Donc, puisqu'elle est autour de la table, elle a pu mettre son point sur la table. Mais quand on n'est pas là, quand on n'est pas assez autour, on ne peut pas le mettre, ce point-là. Donc, la Belgique a réussi, même si c'est un petit pays avec une petite population, à faire changer l'accord pour justement que ça ne vienne pas nuire à ses producteurs agricoles. Et l'accord a été changé. Finalement, l'accord a été ratifié. Donc, c'est tellement simple. Ça, c'est des affaires compliquées, c'est des affaires internationales. Ça change quoi dans ma vie à moi, ça? Bien, ça a un impact sur tout le monde, à différents niveaux. Juste le fait là, que... chez les producteurs en question, par exemple. Effectivement, je veux dire, il y a des Québécois qui sont producteurs agricoles. Mais le fait de pouvoir contrôler aussi l'ensemble de notre argent, tu sais, quand on dit qu'on envoie presque la moitié de nos taxes puis de nos impôts à Ottawa, qu'après ça décide où il l'investit, donc que ce soit en termes de développement économique. Est-ce qu'il y a des nouvelles entreprises qui vont émerger, par exemple, en Alberta, dans l'industrie des sables bitumineux, parce que le fédéral a investi de l'argent là, puis de l'argent qui vient à 20% du Québec. Ou bien si nous, on avait décidé de garder cette part d'argent-là, bien, on aurait pu l'investir puis créer des entreprises d'énergie verte ici au Québec, par exemple, qui auraient pu te donner un emploi si ça t'intéressait de travailler là-dedans, ou qui auraient pu justement nous permettre de faire davantage notre part pour la lutte contre les changements climatiques, ou juste de garder l'argent, par exemple. Il y a tellement d'argent qui est mis dans la défense militaire, par exemple, dans certaines missions. Bien, on pourrait décider de les poursuivre. On pourrait aussi dire que l'argent, finalement, nous, on va avoir plus une armée qui va être davantage gardienne de la paix à l'international, donc ça coûterait moins cher, puis cet argent-là, on pourrait l'investir en éducation, par exemple, ou en santé, donc vraiment de pouvoir contrôler l'ensemble des budgets du Québec, c'est notre argent, donc d'avoir vraiment le choix d'où on le dépense, puis la politique, ça touche toutes les décisions, quand on a un enfant, quand on va à la garderie, quand on passe par le parcours éducatif, scolaire. Là, tu m'affectes. Ça affecte tout le monde, c'est ça la politique. Des fois, on le réalise pas, mais ça a vraiment un impact très concret sur nos vies. Catherine, je vais te poser une question que on entend peu quand même dans le mouvement ou dans les médias. Mettons qu'on fait l'indépendance comme pays. Mettons que la province devient un pays. C'est fait. Demain matin, tu vas commencer à travailler où? Dans quel secteur? Puis pourquoi? Très bonne question, parce que moi, j'ai jamais eu de plan de carrière. Vraiment pas. Puis même, je me posais la question, tu sais, à l'élection, probablement, est-ce que je me représente? Bon, c'était assez clair que j'avais envie de continuer, mais tu sais, un jour, peut-être que je ferai pas ça toute ma vie, en fait. Tu sais, dans le pays à construire, y a un secteur, peut-être pas personnellement, mais dans le pays à construire, mettons que tu as tout le temps du monde, là. Est-ce qu'il y a un secteur que tu aimerais bâtir dans un pays du Québec? Mais moi, toute la question des institutions démocratiques en général, c'est vraiment une question qui m'intéresse énormément. Comment rapprocher justement les citoyens du pouvoir politique. Donc, si j'étais toujours en politique ou même comme citoyenne, c'est sûr que c'est toujours des questions qui vont m'intéresser. Mais je sais pas si ta question c'était plus au niveau professionnel. Tu sais, moi, une fois que l'indépendance est faite, je suis pas certaine que je serai encore en politique, là, parce que pour vrai, c'est vraiment la grande question. Cette question-là qui est à la source de mon engagement. Là. Bien sûr, j'ai plein d'autres convictions puis d'opinions, mais peut-être que là, je sentirais que mon œuvre politique est comme t'as déjà bien fait. D'aller faire autre chose aussi, là, parce que bon, c'est extrêmement prenant la politique. Je pense qu'il faut être vraiment passionné, mais aussi des fois, ça peut être bon de passer le bâton à la relève aussi, donc à suivre. Mais moi, j'ai une personnalité très entrepreneuriale. Fait que c'est sûr qu'un jour, peut-être lancer une entreprise, je sais pas dans quel secteur, mais je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse. OK, Fournier Incorporé. Mon père est entrepreneur. Mais électricien. OK. Ouais. Je bifurque un peu, je m'en vais à gauche, entre guillemets. Tu te décris toi-même comme une social-démocrate, et je te cite, une personne pragmatique, mais à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je crois en l'égalité des chances pour tous. Moi, je pense que l'État et les citoyens ont le devoir d'être solidaires les uns envers les autres, puis de faire en sorte que peu importe que tu sois né dans un milieu qui soit plus favorisé ou non sur le plan économique, ben, que tout le monde se mette ensemble pour te donner les mêmes chances de réussir. Puis pourquoi je dis que je suis pragmatique, ben, c'est aussi que je considère que quand même l'État a un certain cadre, qui a quand même que pour distribuer la richesse, il faut savoir la créer aussi, puis qu'il y a certaines limites parfois à notre action qui nous forcent à faire des choix, puis on espère que les choix qui soient faits, c'est ceux qui vont avoir le plus d'impact pour tendre vers la plus grande égalité des chances possible, mais de les considérer tout de même, puis de faire quand même confiance à l'entreprise privée, puis de savoir qu'il y a quand même une place pour ça dans la société, puis assurer un espèce d'équilibre aussi. OK. Fait pour toi, on a encore, tu sais, on parle souvent de la dette, mon Dieu, ou des déficits. On a encore les moyens de s'entraider, selon toi? Ah, clairement. Clairement. Par contre, c'est vrai qu'il y a une certaine crise là, de la social-démocratie puis de l'État-providence. Donc ça, moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à comment actualiser, par exemple, le modèle québécois en 2018. OK. Parce que, clairement, puis notre modèle a vraiment ses vertus, puis moi, je pense qu'on doit le garder, mais peut-être sur la forme, il y a des choses qu'on peut changer, parce que c'est pas juste au Québec où on se bute à cette réalité-là de difficulté, justement, de financer l'État-providence. C'est partout en Occident, tous les pays qui ont expérimenté la social-démocratie. Puis je pense qu'on peut être à l'avant-garde, justement, parce que le modèle québécois est à l'avant-garde de beaucoup de pays qui ont eu des gouvernements sociaux démocrates aussi, beaucoup de pays qui se sont inspirés du modèle québécois. Donc, pourquoi pas être à l'avant-garde aussi pour réinventer cette social-démocratie à l'ère de l'individualisme aussi. Mais est-ce que c'est des idées mortes? Tu sais, si tu as 37% de tes électeurs qui vont élire un gouvernement de la CAQ, est-ce que ça veut dire, qu'on veut couper dans les services et virer à droite, et 2, qu'on va être plus nationaliste sans vraiment être indépendant? Comment tu interprètes la dernière élection? Ben, il y a plusieurs facteurs à la dernière élection. Là. C'est sûr qu'il y a les facteurs plus structurels, il y a les positionnements des partis politiques. Sans vouloir rien enlever à la CAQ, je considère quand même que cette élection a eu une conjoncture assez particulière avec un vent de dégagisme très fort qui soufflait. Puis encore là, c'est pas une situation qui est unique au Québec. On a pu voir des phénomènes très semblables dans d'autres sociétés pas très loin de chez nous, les partis plus traditionnels qui ont été au pouvoir depuis maintenant quelques décennies ont été massivement pas nécessairement rayés de la carte, mais disons qu'ils ont perdu beaucoup de plumes, comme ce fut le cas autant chez les péquistes que les libéraux cette année, parce qu'il faut quand même dire que c'est aussi la défaite historique du Parti libéral. Ouais, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment leur pire défaite. Donc, il y a ce contexte-là qui a joué. Les gens voulaient se débarrasser des libéraux. La CAQ était depuis quelques mois la mieux placée pour ce faire. Donc, les gens ont voté pour ça. Est-ce que c'est parce qu'ils appuient nécessairement le programme de coupure ou ça, je ne le crois pas. Okay. Je pense vraiment que les gens voulaient quelque chose de différent des libéraux. Il faut dire que la CAQ s'était quand même recentrée durant la campagne électorale. J'ai bien hâte de voir ce qui va être fait là, au cours des prochains mois, des prochaines années. Au niveau du nationalisme, c'est sûr que ça a pu jouer, dans le sens que ça distinguait la CAQ des libéraux. Je pense que les Québécois étaient vraiment tannés de voir un gouvernement qui méprisait parfois les Québécois puis qui se tenait pas debout pour défendre nos intérêts. Donc ça, c'est clair que le positionnement nationaliste de la CAQ, en ce sens-là, leur a permis de se distinguer du gouvernement libéral, qui était même parfois culpabilisateur, même envers les Québécois. Ça, c'est sûr que je pense que les gens n'ont pas aimé ça, là, particulièrement chez les francophones. Ça n'a pas été une élection qui a ébranlé tes valeurs.
Non, je dirais pas que ça a ébranlé mes valeurs. Je parle à beaucoup de mes amis qui ont peur que le Québec soit viré à droite, puis là, qu'ils sont un peu renversés par l'élection de la CAQ, puis j'essaie de les rassurer. Franchement, je pense pas. Premièrement, t'es là. T'es là pour les défendre. Tout à fait, là, malgré qu'il y a 74 députés, ils ont une très, très forte majorité. Mais néanmoins, non, je pense pas que c'est un appui des Québécois à la droite. Je pense que c'est une conjoncture qui a amené là. J'ai l'impression que François Legault va vouloir aussi gouverner davantage au centre, puis pas nécessairement adopter des positions qui sont moins consensuelles, mais à suivre, je pense que l'avenir nous le dira. Tu sembles être une amatrice des États-Unis, tu as vécu là-bas quand même un peu. Est-ce qu'on a des leçons à tirer de d'autres systèmes politiques? Je pense qu'on a des leçons à tirer, en fait, de ce qui se passe justement partout dans le monde, comme aux États-Unis. Tu sais, avec l'élection de Donald Trump, il y a tellement de gens qui étaient surpris, tu sais, de l'émergence de ce type de leader. Puis c'est un peu comme ça partout avec la montée des populistes, puis même à un certain niveau, on a pu le voir au Québec cette année. La CAQ qui utilisait un discours certainement d'un certain populisme de droite, mais Québec solidaire aussi qui a utilisé un discours d'un populisme de gauche. Donc ça, puis la montée, puis je veux dire, c'était quand même très équilibré au Québec là, quand on compare à d'autres sociétés, évidemment, mais c'est aussi le fait que quand les élites sont un peu déconnectées de ce que pense la population, ne prennent pas nécessairement en considération ce que pensent les citoyens dans leur quotidien. C'est juste sur la question de l'immigration, par exemple. De se positionner d'un côté, de dire à quel point il faut pas discuter de ces questions-là, puis que ça devrait pas être un sujet qui est abordé, puis que les Québécois devraient pas être insécures. Puis c'est un discours qu'on entend pas seulement au Québec, là, ça s'est répercuté, comme je dis, dans plusieurs pays. Puis de l'autre côté, le discours qui va essayer de mousser un peu la peur de l'autre, ben le fait qu'il n'y ait pas de compromis qui soit trouvé, puis si je rapporte à la situation québécoise, par exemple, à l'époque de la Charte des valeurs, je trouve que le Parti québécois a manqué vraiment une belle occasion d'un peu régler une question qui avait été dans l'actualité depuis plusieurs années, qui avait suscité beaucoup de débats. Il y avait une possibilité de trouver un consensus. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a eu de la politique qui a été faite sur le dos de cet enjeu-là pour des raisons politiques. Et ça, je pense que ça attire justement certaines tensions dans les sociétés. Puis ça peut être fait ailleurs aussi. Puis je pense que c'est quand on laisse dégrader le climat social qu'après, il y a des leaders comme ça qui peuvent émerger ou des idées plus extrémistes, disons. Donc ça, je pense qu'il faut faire attention. Et on rappelle qu'on est dans Marie-Victorin. Oui. OK. La charte, tu sais. Bon. Parlant de Marie-Victorin, puis j'en parle ouvertement parce que c'est mon segue vers où est-ce que je m'en vais pour terminer l'entrevue. Qu'est-ce que tu dis quand tu rencontres des citoyens de Marie-Victorin? Qu'est-ce que tu leur proposes? Ou qu'est-ce que tu défends pour les citoyens d'ici? Bien, ici, on a plusieurs enjeux, là. C'est sûr qu'on est une typique circonscription de banlieue avec énormément d'enjeux, par exemple, au niveau des transports. OK. La congestion routière, là, je dirais que c'est comme la préoccupation numéro 1 des gens ici dans Marie-Victorin. L'environnement qui prend beaucoup de place aussi. By the way, je t'arrêtais, t'as fait un super coup pendant la campagne en allant donner du café pendant que les voitures étaient arrêtées. Du jus d'orange même. Ah oui? Oui, c'est ça. Puis c'était dans les verres compostables. Ça, c'était... dans la congestion, puis c'était la grande rentrée. Fait que c'était le matin qu'il y avait plein de trafic, là, les gens n'étaient pas de bonne humeur. On leur redonnait le sourire aussi, puis c'était pour promouvoir notre projet justement de transport en commun, donc tout ça. Tout est dans tout. Mais ici, dans le Vieux-Longueuil aussi, les gens sont très engagés. C'est le fun, il y a vraiment une belle vie communautaire. En fait, Marie-Victorin aussi, c'est la circonscription au Québec avec le plus d'organismes communautaires. OK, intéressant. Donc, c'est vraiment... les gens sont engagés, il y a vraiment une belle solidarité. Les gens ici, c'est vraiment des gens fiers. Puis c'est drôle, il y a vraiment eu une connexion qui s'est faite très rapidement entre moi puis les gens d'ici. Parce que moi, je suis pas originaire de Longueuil. Moi, je suis originaire de Sainte-Julie, ce qui est vraiment pas très loin, là, à 15 minutes. Puis je suis députée depuis... Ça va faire 2 ans là, dans quelques semaines. Mais on s'est vraiment attachés les uns aux autres très rapidement. Je suis une députée, mais vraiment
Très impliquée ici, c'est Ok. ça, dans la circonscription. Mais tu sais, tout de suite, quand je suis arrivée, tu sais, je suis pas une personne qui a beaucoup de prétention. Donc, tu sais, moi, je suis arrivée, j'ai rencontré tout le monde. Tu sais, je prétendais pas, justement, tout connaître de la circonscription. Puis, il y a beaucoup de monde, justement, qui m'ont aidée dans ce travail-là, que j'ai pu me connecter rapidement sur les gens. Moi, je suis aussi une fille, beaucoup de terrain. Tu sais, je fais énormément de porte-à-porte. J'aime Ok. ça, voir ce que les gens pensent. Puis, tu sais, j'ai mis en place différentes initiatives aussi qui me permettent d'être vraiment proche des citoyens. Par exemple, sur les réseaux sociaux, moi, j'ai un compte Facebook juste pour les gens de Longueuil, où ils peuvent m'écrire, en plus de ma page publique puis tout ça, mais où on communique vraiment plus facilement. Je fais des bilans de mes semaines. D'ailleurs, faut que je m'y remette éventuellement. Je fais aussi, tu sais, j'ai un site web où je fais des comptes rendus également de ce que je fais dans mes semaines. Fait que vraiment un peu de la reddition de comptes. J'organise des assemblées citoyennes aussi dans chacun des quartiers de ma circonscription. Donc, je continue de faire du porte-à-porte même entre les campagnes pour prendre le pouls de ce que les gens pensent sur différents enjeux. Donc, ça, je pense que les gens l'apprécient aussi énormément. Ils sont comment les gens de Marie-Victorin? Qu'est-ce que tu as appris d'eux, vu que chaque électorat est unique et différent? Et... C'est même moi, si j'ai une petite circonscription, tu sais, c'est pas tout homogène, mais je dirais que ce qui se démarque vraiment, c'est justement la fierté des gens ici. Ok. Vraiment, les gens dans Marie-Victorin, ils sont très nationalistes. Ils sont vraiment fiers, non seulement d'être des Longueuillois, mais être québécois. Ici, c'est fou, là. À la fête nationale, il y a tellement de drapeaux du Québec. Ah oui? Pour vrai, j'ai vu ça presque nulle part ailleurs. Ce sera approuvé, là, s'il y a des gens qui veulent me faire compétition, là, mais vraiment. Puis d'ailleurs, à chaque élection, puis ça a encore été le cas cette année, par exemple, dans le Vieux-Longueuil, PQ plus Québec solidaire, ça donne 70%. Oh, Fait que, ouais. tu sais, c'est très souverainiste, très nationaliste. Puis généralement, dans la circonscription aussi, c'est très fort. Puis les gens sont tissés serrés. Tu sais, comme je le disais, il y a un tissu communautaire tellement fort. Les gens sont engagés, sont impliqués. Comme je dis, il y a des partis vraiment plus défavorisés au niveau économique dans la circonscription. Puis il y a vraiment cette belle solidarité-là qui existe entre tout le monde, parce que oui, il y a des coins plus nantis comme ici dans le Vieux-Longueuil. Donc, c'est vraiment beau à voir. Puis moi, je suis vraiment fière d'être la députée des gens d'ici. Je te pose la question ouvertement. C'est mon avant-dernière, la dernière est bonbon, tu vas voir. Mais pour ma dernière question, je peux pas te parler sans te parler de l'avenir du PQ. Je te la laisse ouverte. C'est quoi l'avenir du PQ? L'avenir du PQ passe par les idées qu'on défend. Évidemment, l'idéal de la souveraineté. Je pense que j'ai été assez claire là-dessus. Moi, c'est ce qui m'amène en politique. Je pense que les défis du PQ pour l'avenir sont de rassembler, de reconstruire la coalition qui était à la base de la création du Parti québécois en 68, quand le MSA s'est joint au RN, puis par la suite les gens du RN qui se sont joints. OK. Je pense que c'est ça l'esprit, c'est des gens qui pensent différemment, qui ont quand même un projet à porter, mais aussi qui sont réunis autour d'un idéal, puis qui sont ensemble, qui mettent leurs différents de côté pour réaliser ce projet-là. Donc moi, je pense que ça passe vers là. Je pense que le Parti québécois doit rassembler autant ceux qui nous ont... disons que qui ont décidé d'aller vers un autre parti en cours de route, ou les gens qui ont arrêté de voter, hein, parce que le taux de participation, même à la dernière élection, est très faible. Puis historiquement, le Parti québécois a toujours gagné lorsque le taux de participation était les plus élevés. En fait, ça a toujours été des victoires du PQ. Donc ça, je pense que ça doit aussi faire partie de nos réflexions. Ta passion est très contagieuse, si on veut. Je sais qu'il est tôt, là, mais si on veut t'aider, j'ai du temps à donner, là. Moi, je suis motivé comme toi, là. Je suis François... Ah oui, non, on continue, là. On continue entre les élections, là. Donc, on lâche pas. Mais je suis un peu comme toi au lendemain d'une élection. Tu disais qu'il y avait eu une élection fédérale le 2, le 5, tu avais ta carte de membre. Donc, je suis un peu dans cette situation-là. Je suis super motivé, je veux t'aider. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Tu m'écris sur Facebook. OK, excellent. Ouais, moi je réponds. C'est moi-même, en passant, qui gère tous mes réseaux sociaux. Je réponds à tous mes messages. Avec les gens qui m'écrivent, là, des fois, bon, ça fait en sorte que je réponds pas nécessairement dans l'heure qui suit. Ça peut me prendre quelques jours, mais je réponds toujours. Puis ça me fera plaisir de prendre contact pour voir quelle implication te tente. Catherine Fournier, merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Oui, à la prochaine.
Et voilà, c'était notre balado cette semaine. Merci à la députée Catherine Fournier de s'être prêtée au jeu. Même si on vient d'avoir une élection, engagez-vous quand même, impliquez-vous quand même, allez cogner à la porte des partis qui vous intéressent. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts et SoundCloud. Suivez-nous sur les pages Facebook et Twitter. Partagez nos publications. Visitez engagépublic.com. Et comme d'habitude, on se dit à la semaine prochaine.